Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission avant d'aborder le sujet sur le Niger. Je reviens à vous, Prosper Agboklou, pour parler de l'introduction des langues au Sénégal face à l'avancée, à la pression, à l'expansion des langues étrangères. Est-ce que ces politiques ont vraiment la chance d'aboutir à la finalité? Ce sera juste de parler le Wolof, le Serer, de parler le Djoula et les autres langues, ou bien il y aura quelque chose qui permettra à quelqu'un qui a appris ces langues-là de pouvoir s'en sortir au plan professionnel? Bon, je crois que ça rejoint un peu cette inquiétude-là, un peu, si on va un peu sur le plan scientifique, il faut institutionnaliser ces langues-là. C'est vrai, l'inquiétude ressortie est tout à fait, je dirais, réelle, dans la mesure où la force des langues étrangères vraiment rend dubitatif, et je dirais presque impossible, la volonté de pouvoir promouvoir ces langues-là. Maintenant, si on doit encore laisser les blancs, entre griffes, les occidentaux eux-mêmes ou bien les colonisateurs, nous amener à cette science-là, à cette réforme-là, je crois qu'on n'a aucune chance d'aboutir. C'est-à-dire qu'il faut maintenant les têtes pensantes africaines elles-mêmes. Il faut concevoir cet état de choses au sein de la communauté africaine elle-même. Ça ne doit plus être un financement venu de l'UE, venu de, comment on appelle, tel organisme international. Oui, tel organisme international pour pouvoir étudier la manière de faire. Il faut des têtes pensantes africaines, issues des communautés africaines, qui ont l'art de réfléchir exactement sur le comment institutionnaliser ces langues-là par rapport à ça. Parce que on ne peut pas être enfermé dans nos limites pour pouvoir apprendre, par exemple, l'évé, ou le kabien, ou le kotokoli, pour enseigner et s'arrêter là. Il faudrait que la langue enseignée soit aussi, qu'on la retrouve également au niveau des Nations Unies, au niveau des institutions internationales, pour les interpréter. Un Chinois, quand il arrive, par exemple, à l'ONU, il parle sa langue chinoise et on met les oreillettes pour pouvoir d'interprétation pour le russe vient, c'est comme ça. L'Indien, il vient, c'est comme ça. L'Arabe, il vient, il parle, il s'affirme par là. Donc je crois que nous, Africains, nous devons l'imposer. Maintenant, pour le faire, nous avons une diversité de langues nationales. Il va falloir qu'il y ait une attente vis-à-vis donc de la conception du choix des langues qu'il faut apprendre. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, le Wolof est parlé par 90%. Une majorité de Sénégalais prend cette langue-là. Donc, on prend par exemple le Togo, on prend le Bénin, on prend les autres pays. Si on revient au Togo, l'évé, assimilé au Mina et autres, pratiquement est compris du sud au nord. Et il y a une partie qui également, moi j'étais étonné, je suis parfois étonné, quand vous allez vers le nord, vous parlez l'évé, les gens comprennent. Vous parlez Mina, il y a tout ça. Donc, il va falloir faire une étude scientifique des données et élaborer un plan d'action pour pouvoir, comme on appelle, faire émerger ces langues-là à l'international. Nous devons nous aussi, par exemple, lorsque nous voulons faire des créations, il y a des Africains qui créent. On crée, on fait des inventions. Il faut imposer mettre la notice dans cette langue-là. Ce qui fait que quand on doit obliger, parce que vous savez, la colonisation nous a obligés à s'adapter à un certain nombre donc, de concepts. Nous devons. Parce que si maintenant je crée une pommade ou bien un produit, alors je me mets à mettre l'anglais, le français là-dessus à chaque fois. C'est que je rejette carrément ma culture par rapport à ça. Donc, si les Africains commencent par le faire, les gouvernements prennent donc conscience du fait, je crois quand même, ce n'est que comme ça,
quelle est l'influence des langues étrangères pratiquement chez nous? Il facilite la compréhension, oui, entre les communautés. Et sur le plan, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan commercial, c'est-à-dire la langue a sa force. Et vous voyez que partout on met l'anglais dans les notices, le français s'impose, l'italien, il va falloir que dans les notices aussi, on arrive à mettre nos langues. Et ce n'est que par là que nous puissions donc faire rejaillir sur les générations futures. Commencer par écrire, traduire nos livres aussi, pour la simple, comme on appelle, l'anecdote. La Bible en effet a été écrite par qui? Par les Allemands. Si ce sont les Allemands qui l'ont écrite, forcément, qui sont dominateurs, il va falloir que nous-mêmes, nous reprenions ces choses-là et que les têtes pensantes arrivent à pouvoir incorporer ce savoir-faire-là à la jeunesse. Et ça ne peut passer que par l'éducation. Merci Germain. Quelle est selon vous la stratégie qu'il va falloir utiliser pour pouvoir imposer ces langues-là à long terme afin que celui qui les apprend puisse vraiment en bénéficier au plan professionnel? Bon, l'école c'est déjà ça, mais après il y a d'autres moyens pour imposer. Le commerce par exemple aussi c'est un moyen. Les Chinois aujourd'hui arrivent à imposer leur langue par leur puissance économique et commerciale. Les gens ont envie d'apprendre chinois pour aller faire du business avec la Chine. Dans nos universités maintenant il y a des filières où on enseigne le chinois. Il y a dans certains pays comme la France et ailleurs, vous allez voir des étudiants qui apprennent le chinois pour se mettre à la disposition, dont des hommes d'affaires, des cabinets de juristes et tout ce que vous voulez. Et donc l'Afrique aussi a quelque chose à vendre et doit pouvoir arriver avec ces langues-là, sauf que nous arrivons avec un grand retard qu'il faut rattraper. Avec l'école, c'est une bonne chose, mais les autres langues aujourd'hui, vous allez voir quand vous prenez le cinéma, c'est des vecteurs par lesquels les gens nous imposent leur culture. En Afrique, plusieurs réalisateurs, par exemple, ont fait des films dans les langues locales qu'ils ont tenté de sous-titrer en français et tout ça. Ça n'a pas trop avancé, mais je crois qu'il faut revenir un peu à ça. Vous allez à la maison, aujourd'hui les enfants, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la télé, c'est les tablettes et tout ça. Les programmes sont en quelle langue? C'est en français, en anglais, dans d'autres langues. Et les dessins animés, tout ça, c'est plein d'éléments par lesquels on enseigne, où on nous inculque des choses. Et je crois qu'il faut aussi jouer sur ces leviers-là, parce que à l'école c'est bien, aller à l'école primaire commencer, c'est une bonne chose, mais après, c'est penser à utiliser tous ces autres canaux-là. Et comme je l'ai dit, ça va être une œuvre de longue haleine, ça va être assez difficile, mais après il faut un certain engagement, il faut une certaine fierté, parce que nous-mêmes parfois on dirait qu'on n'est pas fiers de nos cultures. Vous verrez que nos langues, même parfois à la maison, nous parlons la langue étrangère. À la maison, tout le monde comprend la langue maternelle, tout le monde devrait la valoriser. Nous parlons la langue étrangère. Ça veut dire que nous faisons même disparaître notre propre langue de notre premier cercle où on s'exprime. Et vous verrez quand les gens sortent, c'est plus tendance de parler les langues étrangères. Et donc, avec cette mentalité-là, j'ai peur que les efforts de nos États soient vains. Parce que si nous, au moment où on veut valoriser nos cultures, nos langues, nous nous tournons vers la culture des autres et leur langue, ça va être difficile. Ça veut dire que nos gouvernants vont, et nous allons à l'encontre donc, de cette dynamique-là. Donc il faut qu'on revienne à cette fierté-là. Et le Sénégal, je pense qu'ils peuvent quand même réussir. Ça va être difficile, mais ils pourront, parce que c'est un pays qui a su déjà valoriser au moins l'une de ses langues. Comme le disait Prosper, vous allez au Sénégal, on vous parle Wolof comme si vous êtes censé comprendre le Wolof. Et même quand ils parlent le français, vous verrez que c'est un français qui est teinté d'un accent local. Donc on sent quand même cette fierté-là. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Je crois qu'il faut faire mieux, et il faut que les populations comprennent que c'est un élément important de notre culture qui est en train de disparaître.
Et si on ne le valorise pas, on ne le fait pas renaître de ses cendres, parce que c'est évident que plusieurs enfants aujourd'hui ne comprennent pas leur langue maternelle, surtout dans les grandes villes où il y a d'autres langues et il y a une influence des langues étrangères assez importante. Donc, il y a de l'espoir, mais il faut raviver cette fierté-là qui doit être en nous par rapport à notre culture et surtout à nos langues. Ok, merci. Nous allons donc au Niger. Le président Mohamed Bazoum a procédé à un remplacement à la tête de son armée. Le général Salif Oumoudi, chef d'état-major des armées depuis 2020, est remplacé par le général de division Abdou Sidikou Issa. Aucune explication n'a été donnée dans le communiqué officiel annonçant ce changement à la tête de l'armée du Niger. Je vais encore me tourner vers vous, Germain. Le Niger qui fait face aux terroristes, aux djihadistes, et qui change son général des armées. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que les armées aujourd'hui ont un grand rôle à jouer dans nos États, parce que nos États sont confrontés à des attaques extérieures. La police et la gendarmerie, c'est bon, mais aujourd'hui c'est l'armée qui est plus sollicitée. Et dans la plupart de nos États aussi, les assemblées ont doté nos pays de lois de programmation militaire qui permettent d'augmenter les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent faire face aux nouveaux dangers auxquels sont confrontés donc nos pays. Alors, à la tête de nos pays, il y a nos chefs d'État, même s'ils sont des civils. Constitutionnellement, ils sont les chefs suprêmes des armées. Et ils ont un regard donc sur le fonctionnement de l'armée et son organisation. Donc à certaines périodes, même dans notre pays, le Togo, on a vu que ces dernières années, il y a eu pas mal de changements donc, à la tête de certaines institutions, notamment militaires. Et face aux enjeux, je crois que les présidents aussi font un casting et évaluent aussi ceux qui sont là, ce qu'ils font. Et essaie aussi de mettre du sang neuf, ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces remplacements, c'est que on va pousser ces chefs militaires là à l'efficacité. Vous pouvez plus, ce n'est plus au temps où on n'a plus vraiment besoin de l'armée, ou que le commandement peut être faillible sans qu'il y ait trop de répercussions sur la vie de la nation. Aujourd'hui, c'est autre chose. Comment les gens qui sont au front sont gérés, comment les autres sont passés, comment les stratégies sont élaborées et tout ça, la qualité même du service aujourd'hui est remise en cause, et ce qui fait que dans ce genre de situation, généralement, on change la tête pour impulser une nouvelle énergie. Et dans le cas du Niger, cette année même, vous savez que dans le mois de février, il y a eu quand même quelques attaques. Oui. Qui ont fait des morts dans ce pays, malgré la riposte de l'armée qui a fait plus de 70 personnes abattues dans les rangs des djihadistes. Je pense que le président Bazoum est en droit de demander un peu plus à son armée ou de se réorganiser autrement. Mais en même temps, certains observateurs ne voient pas en ce changement donc une sorte de punition pour le général Modi, qui a d'ailleurs été promu au rang de général de corps d'armée, ce qui est une promotion même s'il ne garde pas la tête de l'armée nigériane. Donc le chef suprême des armées, le président Bazoum, a fait un autre choix. Espérons que ce choix-là apporte un plus au Niger dans sa lutte contre les groupes terroristes. Prosper Agboklou, ce changement qui amène le général Abdou Sidikou Issa à la tête de l'armée nigérienne, est-ce pour avoir plus de résultats, quand on sait que déjà le général Modi a aussi engrangé de grands résultats tout récemment, comme le disait Germain, la riposte de l'armée nigérienne en coordination avec l'armée malienne a permis de tuer environ 79 terroristes après l'attaque qui a endeuillé l'armée nigérienne en février. Oui, vous savez, je fais partie de ceux qui
au tout départ, pensaient vraiment que le président Bazoum ne mesurait pas trop l'ampleur des dégâts causés par le djihadisme. Et vous avez vu ces farces entre griffes lorsque Assimi Goïta s'est déclaré opposé à la présence des forces françaises. Aujourd'hui, lui, il a accepté les forces armées françaises sur son territoire. Les Américains sont là, les Français sont là, et on voit que ce sont les armées nationales qui se battent sur le terrain. À quoi, moi je me dis, à quoi servent ces bases militaires qui viennent nous encombrer, qui viennent encombrer l'Afrique? On a des bases ici, des bases là. Mais ces soldats viennent en appui aux armées nationales, en renseignement et en logistique. Non, écoutez, il faut que des renseignements, les Africains sont capables de se renseigner. Regardez le nombre de chars qu'on a fournis à l'Ukraine, avec des instructeurs à l'appui. Est-ce que c'est pour aller se renseigner seulement? On a fourni du matériel. On a fourni du matériel. Plus de 177 chars. L'Allemagne en a donné, la Pologne et les Américains, l'Espagne en a donné plus que tout le monde. Et si on fait le compte, on n'a pas de base militaire même dans ces pays, dans l'Ukraine, mais les Européens en envoient. Et si M. Bazoum se rend compte, moi je l'ai vu la dernière fois aux côtés du chef de l'État togolais, je me suis dit que j'ai l'impression que sa carrure a un peu changé, ses allures plutôt ont changé. Je me dis que le monsieur s'agit un peu plus, se rend compte des faits. Et le changement du général Modi, il faut rappeler que le général Modi avait été, lui, nommé donc, par Issifou Mahamadou avant son départ. Donc je crois quand même que c'est des réformes qui sont arrivées. Effectivement, vous savez, chaque pouvoir a ses hommes de main. Je crois que par là, le général Modi est plus, je dirais, particulièrement lié à Mamadou Issifou. Et j'ai l'impression que M. Bazoum veut reprendre la main en nommant donc un général qui soit vraiment de sa posture. Et mais le général Modi, avant d'être démis de ses fonctions en tant que chef d'état-major général, a été promu en tant que général de corps d'armée. Oui, mais ça, ce sont des façons de remercier, d'enlever un tout petit peu, je dirais, la bribe la bribe de vengeance. Parce que vous savez, avant donc de toucher à ces personnalités-là de l'armée, il faut quand même les adoucir les mœurs à leur niveau avant de pouvoir prendre des décisions. On ne peut pas parfois les débarquer de cette manière. Il faut comme on appelle, des accusations ou bien par rapport à des erreurs gravissimes pour pouvoir les déloger de cette manière. Donc, le président Bazoum a trouvé, je dirais, le canal par lequel il peut le faire sortir pour nommer un autre. Maintenant, il ne faut pas oublier que le général Modi était, comme on appelle, vous l'avez même effleuré tout à l'heure, en connivence avec l'armée, son homologue du Mali. C'est en fusionnant leurs efforts qu'ils ont pu tuer ces djihadistes. Donc je crois quand même que le bras de fer que le président Bazoum même lui avait, l'ironie qu'il faisait pendre sur le Mali à l'époque, le rattrape aujourd'hui. Et vous allez voir même que les médias qui parlent de, comme on appelle, du Mali, qui révèlent les assauts, la tuerie au niveau donc de l'armée malienne, ne disent rien sur le Niger, alors que les mêmes problèmes sont partout. Les problèmes sont identiques entre le Mali et le Niger. Donc, je crois quand même, prenant conscience du fait, je suis très content qu'il soit vraiment amené à comprendre que ce n'est que par les efforts des Africains qu'on peut arriver à aller au bout donc, du djihadisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la logistique par laquelle ces bases militaires nous appuient pour nous faire quel renseignement et pour que après le résultat, c'est des soldats attaqués,
c'est des populations tuées, c'est des révélations fantaisistes sur ce que font nos armées nationales. On va quand l'armée, les armées occidentales tuent, on parle donc d'erreur. On parle d'erreur, c'est-à-dire que on n'a pas su que c'est bien. À chaque fois que on veut parler des armées africaines, on commet des bavures, des assassinats, des atrocités sur les populations. Mais je dis, il faut que ça cesse. Donc, il faut prendre conscience du fait. C'est une très bonne chose. Il va falloir maintenant, dans le cadre même du G5 Sahel, vous avez vu la déclaration de M. Bazoum m'a tellement surpris par rapport à cela. Il a bien révélé que le cadre dans lequel on a institutionnalisé le G5 ne répond plus à l'actualité. Ils ont besoin de la logistique pour le faire. Alors moi, je me pose toujours la question, si tant est qu'on peut armer l'Ukraine, on peut armer l'Ukraine d'une base solide en armement, pourquoi pas ces armements-là vers nous pour aider les armées nationales à combattre le djihadisme, et à chaque fois, il faut qu'on nous demande de nous prendre en charge. Donc, c'est une prise en charge qui va dans les normes, et je pense que en unissant leurs efforts entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, il faut rentrer dans les rangs. Nous allons plutôt combattre le djihadisme à l'intérieur et non compter sur donc, les forces étrangères qui nous abandonnent à nos propres soins. Ok, Germain, pensez-vous que ce remplacement du général Modi est dû au fait qu'il ait collaboré avec ses voisins du Mali pour traquer les terroristes tout récemment? Oui, je crois qu'on a lu certains commentaires dans ce sens sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas qu'un chef d'état-major puisse aller au Mali, rencontrer les autorités militaires pour une opération conjointe sans avoir l'accord de son président. C'est pas possible. Si ça avait été le cas, il l'aurait limogé, il l'aurait pas promu. Donc il y a quand même une certaine promotion. Il y a une peur bleue. Non. Il y a une peur bleue qui pèse sur Bazoum depuis. Non, je ne pense pas. Peut-être qu'il veut injecter un sang neuf. Peut-être qu'il veut une autre façon de faire. Et donc un nouveau chef. Après, c'est pour ça quand même qu'il a souhaité lui accorder une promotion tout en le déchargeant de cette responsabilité qui faisait de lui le patron de l'armée. Il y a Guy Souroche quand même. Mais il aurait pu le démettre tout simplement sans avoir à le galonner. Mais il peut s'attendre à des réactions. Non, la réalité, c'est qu'il l'a démis de ses fonctions. Mais de manière douce. Oui, mais conventionnellement, on remplace les chefs d'état-major sans les promouvoir forcément. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas une sanction, c'est pas qu'on ne reconnaît pas les efforts qu'il a fait. Donc d'ailleurs, quand on lui donne une promotion, c'est pour dire que le travail a été fait. Mais je pense qu'il y a autre chose. C'est stratégique, on ne sait pas ce que le président Bazoum veut faire, on ne sait pas. Le nouveau chef d'état-major, on ne connaît pas sa façon de travailler. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il avait occupé la tête d'un groupement militaire. Donc il a été même entre-temps chef d'état-major de l'armée de terre. De terre, oui, avant d'occuper la GNN, qui est quand même un groupement qui est au front dans cette lutte-là. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui peut apporter donc une autre façon de faire. Maintenant, après, on ne peut pas aussi dire qu'on va évoluer sans les Occidentaux dans cette lutte-là. En Ukraine, c'est facile d'envoyer les chars, mais les chars n'ont pas encore permis de battre Poutine. On ne peut pas dire que les chars sont efficaces jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que on permet à la guerre de durer dans le temps. Et en donnant les moyens à Zelensky, et qui en réclame d'ailleurs, quand je suis surpris, quand je l'écoute réclamer des armes, au lieu de chercher plutôt des pourparlers et régler cette affaire-là. Mais l'Occident finance la guerre. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle également. Sauf que ici aussi, on attaque, on accuse ces Occidentaux-là d'être plutôt derrière les djihadistes.
et d'être aussi aux côtés des forces nationales pour combattre le phénomène. Bon, ça c'est un autre débat, mais la réalité, là, on a toujours besoin de ce pays-là. Et les États-Unis ont apporté récemment une dernière aide à 5 pays avec 100 millions de dollars, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, je pense le Niger aussi, le Mali et le Burkina sont exclus. Et je pense que dans ce genre de combat, il faut le faire avec tous les pays qui sont concernés. Et le G5 Sahel aujourd'hui est en train de mourir. À la dernière réunion, le Mali n'y était pas. Oui. Mais on a constaté... Et le Niger, le Burkina était à un niveau... A été représenté par pas assez au haut niveau. C'est pas mal déjà, mais la réalité, c'est que le Mali a quand même maintenu cette coopération-là. Quand on voit la dernière action qui a permis au Niger et au Mali de combattre, ça veut dire que quelque part, même s'il n'y a pas le G5 Sahel, il y a cette nécessité-là. Maintenant, il faut même aller au-delà du G5 Sahel, parce que ça ne concerne plus que ces pays-là. Les frontières. Les pays de la côte, que nous étions, qui observions ça de loin, croyant que c'était une affaire qui était éloignée de nous. Aujourd'hui, s'il faut créer un autre groupement, il faut absolument que le pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire donc soient forcément membres, et peut-être même les pays qui ne sont pas encore touchés, qui puissent être associés à cela. Donc ça reste un défi majeur. Chaque pays s'organise en interne, mais il y a besoin de coopérer sur le plan international entre tous ces pays-là qui sont concernés par ce phénomène. Et l'aide étrangère, à mon avis, on peut la solliciter parce qu'on n'a pas les moyens, mais il faut compter sur nos propres ressources, ne pas compter sur les militaires français qui sont au Niger pour aller combattre, mais compter sur l'armée nigérienne elle-même pour aller combattre, c'est un peu... Vous jugez importante leur présence au Niger? Alors ça, c'est aux autorités nigériennes de se prononcer. Si elles ont accepté et accueillir ce contingent-là, peut-être qu'elles estiment qu'il leur est d'une certaine utilité. Même si la réalité est là, c'est que les forces étrangères ne sont plus prêtes à mourir pour les pays dans lesquels elles sont déployées, parce que même dans ces pays d'où elles viennent, les opinions nationales ne sont plus favorables à ce qu'on ramène des corps de militaires, soi-disant, qui sont allés mourir sur des théâtres dans d'autres pays, et surtout dans les pays africains. Vous avez vu, même en Ukraine, même s'ils envoient des militaires, ça va être vraiment de façon assez discrète pour former. Ben, sur le front, je ne sais pas si tous ces pays qui envoient les chars envoient également des militaires sur le front. Donc, c'est dire que le combat doit être mené par les armées nationales elles-mêmes, et elles doivent être suffisamment équipées. Nos budgets ne permettent pas aujourd'hui d'avoir tout le matériel qu'il faut pour que nos armées soient plus efficaces, et donc demander de l'aide, à mon avis. On demande de l'aide dans d'autres domaines. De demander sur le plan militaire, c'est pas aussi grave, mais organisons-nous à être de plus en plus indépendants et à faire des choses nous-mêmes. Oui, merci beaucoup. Si vous le permettez, je crois quand même qu'il faut ratisser large. Quand on prend le cas du Burkina, qui s'est tourné aussi vers la Corée du Nord, pour pouvoir bénéficier donc vers la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, oui. Donc, je pense que la recherche donc, de partenariats élargis permettra plus pour moi d'acquérir donc plus donc de facilité pour pouvoir combattre ce phénomène du djihadisme. Vous voyez, c'est une question floue. Quand on parle d'Al-Qaïda, on les appelle État islamique, Boko Haram, qui leur donne ces noms-là. On fait de la propagande de ces noms-là. Oui, moi je dis, où est-ce qu'ils le font ici? Donc je crois quand même que ratisser large ferait vraiment de l'Afrique un dôme d'indépendance et vraiment de liberté, pour que nous puissions vraiment nous développer sur tous les plans. Merci beaucoup, Prosper Agboklou. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.